Mario, c'est un parfait exemple de mondialisation réussie. Voilà, c'est l'Italien plombier, né au Japon, qui travaille dans les égouts de New York. Enfin, on peut pas faire plus bizarre comme concept, quoi. Je crois que je peux le dater de manière très précise, ça remonte à mes 7 ans, où mon cadeau, c'est la NES, c'est Mario. Je crois qu'il y a chez mes parents quelque part une vidéo qui traîne, où je fais des cabrioles dans tous les sens tellement je suis content d'avoir cette console, alors que je n'ai même pas encore joué au jeu, je ne sais même pas encore pourquoi j'étais content. C'est pas que Mario a été le premier, c'est que Mario a quasiment toujours été le meilleur. Les jeux vidéo, ça a été pendant longtemps l'affaire de 3-4 personnes dans un garage. C'est fini depuis longtemps. Je me souviens d'une conversation avec un ami. On venait juste d'avoir notre bac et il m'a demandé ce que je pensais faire après. J'ai répondu que je voulais créer des jeux vidéo. Il m'a dit, il n'y a pas tellement d'avenir dans ce domaine, si? Ça a été vraiment merveilleux, un grand privilège d'avoir participé à cette incroyable aventure ces 30 dernières années. Autrefois réservée à une élite, la culture est aujourd'hui une industrie puissante, mondialisée, massive. De best-sellers en blockbuster, de nombreuses créations font désormais partie de l'imaginaire collectif. Elles sont devenues cultes. Longtemps cantonné aux adolescents, le jeu vidéo est aujourd'hui un loisir de masse. Chaque année, des milliers de jeux sont lancés pour tous les âges et tous les goûts, sur console, ordinateur, tablette ou smartphone, toujours à la pointe de la technologie. En 40 ans à peine, le jeu vidéo est devenu l'industrie culturelle numéro 1 au monde, devant le cinéma. Un secteur économique entier est né de rien et a fleuri avec ses multinationales et ses startups, et aussi ses nouveaux métiers. Chaque année, des blockbusters battent des records sans écraser un secteur indépendant toujours plus vivant, plus innovant. Hey everyone, this is Jody. She's in Unit 4 with me. Unit 4? The paranormal department? Le jeu vidéo a ses héros, ses symboles, ses icônes. Mario, Sonic, Lara Croft. Le jeu vidéo est désormais un art autant qu'une industrie, qui a créé sa propre esthétique, ses genres, ses artistes et même son patrimoine. C'est l'âge d'or du jeu vidéo, devenu l'étendard de cette culture populaire qui inonde le monde depuis quelques décennies. Ce nouveau média pénètre toute la société. Il trouve même des usages sérieux. Aujourd'hui, le jeu vidéo sert à recruter des employés, à simuler des actes chirurgicaux, à faire de la propagande, à gérer une ville. Difficile de dater exactement le premier jeu vidéo. Mais les connaisseurs s'accordent pour dire qu'après quelques expériences menées dans des laboratoires scientifiques ou militaires américains, OXO en 1952, Tennis for Two en 1958, Space War en 1961, l'histoire démarre vraiment en 1972, avec Pong, le premier jeu vidéo grand public. Inventé par Ralph Baer, un ingénieur en électronique militaire, ce jeu est lancé sur la première console domestique de tous les temps, la Magnavox Odyssey, mise au point par le même Ralph Baer. Il est également édité pour les bornes d'arcade, dans une version améliorée par Atari, une nouvelle société créée pour l'occasion par Nolan Bushnell. Très simple et très maniable, ce jeu de ping-pong connaît un véritable engouement dans les bars et les salles de jeu. Rapidement imité par des concurrents, Pong marque le lancement de l'industrie du jeu vidéo. Avec Pong, vous aviez la possibilité de diriger l'image à l'écran. Il faut bien savoir qu'à l'époque, on était totalement passif face à l'écran. Et tout d'un coup, vous avez un écran et vous le dirigez. C'est quelque chose d'énorme pour l'époque. Pong, c'est l'archétype du produit, un peu comme le Rubik's Cube. Vous mettez un Rubik's Cube dans n'importe quel pays, il n'y a pas besoin du moindre effort de localisation pour que voilà, on comprenne tout de suite le concept. Tous les premiers jeux vidéo, c'est des jeux vidéo dans lesquels il n'y a pas de texte, il n'y a pas de voix. Donc c'est des jeux vidéo qui sont très faciles à exporter. Et pourtant, cette histoire fabuleuse commencée au début des années 70 aux États-Unis a failli tourner court.
Après un début en fanfare dans les cafés et les salles de jeux marqués par d'énormes succès comme Pong, Space Invaders ou Pac-Man, le marché américain s'effondre pour cause de surproduction et de baisse de qualité. My mission in life is to save all of mankind. Même Atari, qui domine alors le marché, connaît de graves difficultés après une adaptation ratée du film E.T. Les tonnes d'invendus de ce jeu seront enterrées dans une décharge du Nouveau-Mexique. Le crack de 1983 est d'autant plus grave que 2 concurrents redoutables du jeu vidéo ont fait leur apparition. L'ordinateur personnel et le magnétoscope. Les images télé qui vous passionnent, vous les enregistrez avec le magnétoscope électronique Thomson. Une recherche accélérée avant, arrière, un ralenti, un arrêt sur image. C'est à cette époque apparaît la VHS, à savoir que pour la première fois on peut enregistrer des films et se constituer une bibliothèque de vidéos chez soi. Pour tous les amateurs de cinéma, c'est un progrès considérable. Et simplement, c'est un progrès technologique. Donc en fait, ça vient concurrencer directement dans la niche technologie le jeu vidéo. Et c'est ça qui va créer, avec les autres facteurs, notamment la baisse de qualité des jeux, un crack considérable qui fait passer le marché en valeur de plusieurs milliards de dollars, fin 82, à 100 millions de dollars en 83. Atari a lâché complètement son business des consoles de jeux. Il n'y a que Nintendo et puis quelques sociétés japonaises qui se sont dit après tout pourquoi pas continuer. C'est juste qu'il y avait une autoroute, un boulevard de libre pour proposer quelque chose de neuf et de beaucoup plus adapté au goût des enfants et des adolescents des années 80. Tandis que le marché américain s'écroule, ce sont les Japonais qui prennent le relais. Plusieurs entreprises vont entrer en forte concurrence, notamment Nintendo, Sega et NEC. Le géant de l'électronique Sony n'entrera dans la danse que 10 ans plus tard avec sa célèbre PlayStation. En 1983, Nintendo lance une nouvelle console domestique, la NES. Son succès relance le marché mondial avec plus de 60 millions d'exemplaires vendus. Les premiers jeux qui équipent cette nouvelle console, Donkey Kong et Popeye, ont été mis au point par 2 employés de Nintendo, Gunpei Yokoi, un ingénieur, et Shigeru Miyamoto, un dessinateur industriel. Ces 2 hommes vont transformer la firme de Kyoto en multinationale toute puissante et révolutionner la jeune industrie du jeu vidéo. Gunpei Yokoi, en fait, était le responsable de la seule unité de recherche et développement de l'époque et il était débordé. Il avait donc besoin d'aide et il a demandé à Shigeru Miyamoto, lors du développement de Donkey Kong, de venir l'aider en fait pour faire des dessins parce qu'il était bon dessinateur, il était dessinateur industriel, il savait dessiner et c'est Shigeru Miyamoto qui s'est vu confier cette mission de créer ce jeu Donkey Kong, alors qu'il n'avait strictement aucune expérience dans la programmation, la musique du jeu vidéo ou même ce qu'on appellera plus tard le game design. Et ce bonhomme-là, c'est quelqu'un qui va énormément cadrer Miyamoto, qui va vraiment lui apprendre quelque chose d'assez rudimentaire, mais qui n'est pas évident quand on débute, c'est fais simple. Simple, c'est mieux. Si tu réussis à faire en sorte que ton joueur comprenne les interactions simples, ensuite tu peux t'amuser à faire des variantes, des embranchements, des complications. Et là, ça peut commencer à devenir drôle. Shigeru Miyamoto va appliquer la consigne à la lettre. Donkey Kong, son premier jeu, est à la fois difficile et simple. Un charpentier grimpe de plateforme en plateforme à la poursuite de son gorille qui s'est échappé après avoir enlevé sa petite amie. L'idée de départ était d'adapter Popeye en jeu vidéo. Mais les ayants droit du comic strip américain ayant dans un premier temps refusé, Miyamoto imagine un trio de remplacements. Donkey Kong le gorille, une belle princesse et un charpentier moustachu à la place du matelot mangeur d'épinards. Jugeant Donkey Kong trop semblable à King Kong, le studio Universal, détenteur des droits du célèbre gorille, attaque Nintendo pour plagiat. Un long procès s'engage et face à une issue incertaine, Nintendo choisit de créer un nouveau jeu plutôt qu'une nouvelle version, comme prévu, de Donkey Kong. Et c'est le petit charpentier qui en sera cette fois le héros. Mais il sera désormais plombier et s'appellera Mario. Une idée de Gunpei Yokoi qui en confie la réalisation à Shigeru Miyamoto. 要素が出てくるんですね。敵がここに入ったり出たりするんですね。で今度はスーパーマリオになってこれがマリオが入ったり出たりするところに変わってという風にしてどんどんこう広がってきましたね。Puis c'est devenu Mario avec sa moustache, sa petite salopette. Vraiment, c'est le héros du peuple. C'est l'homme banal, mais qu'on plonge dans des aventures complètement
complètement extraordinaire et puis ça passe. On se balade en volant dans les airs, on va sous les eaux. Enfin, on avait vraiment l'impression d'être immergé dans des univers immenses et féeriques, alors que jusqu'à présent, les jeux vidéo étaient cantonnés toujours à un écran fixe et on n'en sortait pas beaucoup. Donc un sentiment de liberté, un sentiment de faire un véritable voyage, et dans un jeu qui à l'époque était immense. Il y avait 32 niveaux, ça promettait des heures de jeu, et surtout un contrôle qui était tellement prenant, tellement agréable, qu'il suffisait de prendre la manette en main pendant 10 secondes pour se dire jusqu'où est-ce que je peux aller. Mario fait sa première apparition en 1983, en plein crack du jeu vidéo aux États-Unis, dans un jeu intitulé Mario Bros, comme Brothers. Car désormais Mario a un frère, Luigi. Mais il faut attendre 1985 pour que le nouveau héros de Nintendo prenne son envol dans sa nouvelle version, Super Mario Bros. Mario a son aspect définitif de bonhomme débonnaire, capable de grandir et de rétrécir grâce à des champignons magiques et de bondir comme l'éclair dans des mondes merveilleux. Le succès de Super Mario prend des allures de phénomène. Plus de 40 millions de cartouches sont vendues à travers la planète. Le jeu restera pendant 20 ans le plus vendu au monde et la fortune de Mario va faire, bien sûr, celle de Nintendo. Fondée en 1889 à Kyoto, Nintendo est au départ une petite fabrique familiale de cartes à jouer. Au début des années 70, la société se met à fabriquer avec succès les premiers jeux électroniques. Confrontée dès le départ à une forte concurrence dans le jeu vidéo, Nintendo tire son épingle du jeu grâce à des innovations incessantes. Ainsi, la firme lance en 1980 la première console portative, la Game & Watch, mise au point par l'omniprésent Gunpei Yokoi. Il a eu l'idée en fait dans un train alors qu'il voyait un homme d'affaires qui jouait avec sa calculette. Il s'est dit ce serait marrant de faire des petits jouets comme ça, mais pour les adultes qui utilisent un peu ces technologies d'écran. Et il a l'idée en fait d'utiliser les écrans de calculette et au lieu d'afficher des chiffres, il affiche des personnages. Et quand on appuie sur les boutons, au lieu de faire déplacer les chiffres ou d'afficher les chiffres, ça fait déplacer les personnages. Donc on a une espèce d'effet d'animation et il a pu inventer comme ça des jeux qui, à l'origine, étaient faits pour les adultes. Donc là, c'était à destination des hommes d'affaires, ça rentrait dans la poche de la chemise, c'était format taille de carte de visite. Le truc, c'est que ce sont les enfants qui se sont emparés du phénomène et ça s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde entier. Une des inventions les plus géniales de Gunpei Yokoi est la croix directionnelle installée sur les machines dès 1982. À l'origine, on n'avait que des joysticks pour contrôler d'immenses machines. On utilisait des joysticks aussi. Lui, il a l'idée de miniaturiser tout ça avec un système génial et ça va être réutilisé pendant plus de 30 ans jusqu'à l'apparition des écrans tactiles. En fait, tous les objets du quotidien auront cette fameuse croix qui sera adaptée, qui n'aura peut-être pas forcément le même design, mais qui reprendra cette croix inventée par Nintendo et Gunpei Yokoi. En 1989, Gunpei Yokoi et Nintendo frappent encore un grand coup en lançant la Game Boy, la première console portable nouvelle génération. Bon marché et consommant peu de piles, la Game Boy va démultiplier la pratique du jeu vidéo, notamment chez les plus jeunes. Malgré la concurrence de la Game Gear de Sega, supérieure technologiquement mais plus chère et plus énergivore, la Game Boy domine le marché. Jusqu'à l'arrêt de sa production, il s'en vendra 118 millions d'exemplaires à travers le monde. I'm sorry, sir, your flight's been delayed. Cool. Beaucoup de gens disaient mais les jeux vidéo empêchent nos enfants de sortir, ils vont plus jouer dehors, etc. Donc Nintendo s'est dit un petit peu cyniquement, bon, s'ils sont cloisonnés chez eux devant leur écran, eh ben on va les faire sortir. Et ils leur ont proposé une console portable qui là effectivement leur permettait de jouer dehors. C'est assez cynique quand même. La prééminence du Japon dans le jeu vidéo n'est pas le fruit du hasard. Atteint de plein fouet au début des années 70 par le premier choc pétrolier, le Japon délaisse son industrie lourde pour l'électronique, la télévision, les chaînes hi-fi, les appareils photo et caméras. C'est l'âge d'or de la high-tech japonaise, auquel vient s'ajouter une culture à forte tradition graphique, où tout fait signe, des estampes au manga, en passant par la calligraphie. L'œil japonais est habitué à l'image parce que l'écriture japonaise déjà est de l'image. Il y a une tradition iconographique, picturale japonaise qui existe depuis très longtemps. On met beaucoup de choses en image. Et le manga est arrivé là-dedans. Et ensuite, le manga a eu une influence
encore plus importante sur cette société qui déjà était une société de l'image. Le manga est un genre de bande dessinée extrêmement populaire au Japon. Apparu au début du XXe siècle dans la presse, le manga explose après 1945 pour culminer dans les années 80 et 90. Il y a des mangas pour tous les âges et pour tous les publics. Des millions d'exemplaires sont vendus chaque année. Leur influence est énorme dans la société japonaise, générant toutes sortes de produits dérivés, jouets, accessoires, dessins animés, séries télévisées et jeux vidéo. Pour tous les amateurs, le dieu du manga s'appelle Osamu Tezuka, un auteur prolifique qui a fixé après-guerre les règles du genre. Tezuka a inventé des codes graphiques pour faire comprendre, avec un maximum d'images et un minimum de texte, un maximum de choses. Donc vous avez des choses très caractéristiques dans le manga, hein, l'expression des yeux par exemple, ou bien les gouttes d'eau le long du visage des personnages. Ce genre de choses font comprendre tout de suite, uniquement par l'image, la situation dans laquelle se trouve le héros. L'une des sources d'inspiration du manga, et peut-être même la plus forte, c'est le cinéma et l'animation. Son père avait une caméra quand il était tout petit, Tezuka. Donc il a été confronté comme ça à l'image animée très très rapidement. Il a vu très tôt des animations de Walt Disney, Tezuka, et ça l'a beaucoup plus inspiré que lui, pour le coup, la bande dessinée étrangère. La force du Japon, en fait, c'est d'arriver à mettre en valeur sa propre culture et aussi piocher à droite à gauche ce qui fait le succès de toute la pop culture occidentale pour en faire quelque chose de bien. On le voit avec l'exemple de Popeye, et Mario devait être Popeye à l'origine. C'est pas une licence japonaise. Et au final, c'était un mélange des deux. C'est le fait d'avoir un produit métis qui fait que Mario est devenu quelque chose d'assez universel. Dès la fin des années 80, Mario devient la mascotte de Nintendo. Bien qu'ayant créé d'autres personnages comme Zelda, la firme de Kyoto met en avant la figure rassurante du petit plombier moustachu, à travers des produits dérivés ou des publicités pour la marque. Mario devient la première icône de la jeune histoire du jeu vidéo. Un peu à l'image de Mickey pour Disney, dont le succès fascine les dirigeants de Nintendo. マリオが出てきて、で、ミッキーマウスと比べられる。で、そういうことになると、ミッキーマウス、漫画は漫画の中で成長していく。ミッキーマウスは映画の中で、アニメーションの中で成長していく。Le personnage de Mickey, il date de la fin des années 20. Et encore aujourd'hui, c'est un personnage qui parle à tout le monde. Et cet exemple-là, que connaît évidemment très bien Miyamoto, puisqu'il a grandi avec Mickey comme plein d'autres, je pense que c'est un exemple qui je ne vais pas dire qu'il l'obsède, mais qui l'intéresse beaucoup. C'est pas qu'il a envie de faire Mickey, c'est juste que comment on réussit à mettre en place un personnage qui survit aux différentes générations, c'est un vrai défi. Et ce sondage assez fascinant qui raconte que dans les années 90, les jeunes enfants reconnaissent plus facilement Mario que Mickey. Comme son aîné Mickey Mouse, Mario est un personnage malin, gentil, qui se bat pour délivrer sa princesse, mais qui ne ferait pas de mal à une mouche. Un comportement qui répond au positionnement délibérément familial de Nintendo. Mario, par exemple, ne donnera jamais dans la violence. Mario ne touchera pas aux drogues, évidemment. Mario ne sera jamais dans des postures où on pourrait s'en écarter un petit peu, où il pourrait choquer les bonnes mœurs. C'est un personnage qui doit être absolument fiable. C'est un personnage, tout simplement, devant lequel on peut mettre ses enfants. Comment appeler ça? Une espèce de contrat de confiance porté entre Mario d'un côté et les consommateurs de l'autre. Mario est un personnage tout à fait aseptisé. On a l'impression que Nintendo, pour délibérément occuper le marché nord-américain, a pris énormément de précautions pour ne pas pouvoir être taxé d'encourager la violence et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à l'idée d'une érotisation, d'une sexualisation à l'intérieur de ces jeux. On
peut penser que cette crainte d'être accusé de violence ou de sexualité, ça a d'une part ouvert une brèche pour la concurrence. Ça a été la guerre avec Sega par la suite, où les concurrents se sont dit on va viser une clientèle plus adulte, une clientèle plus ado, plus rebelle, en introduisant de la vraie violence, du sang, des choses comme ça. Mais ça a aussi, on pourrait dire, préparé un débat sur la violence dans les jeux vidéo. Quand la photographie reproduite dans les journaux est apparue, à la fin du 19e siècle, on a dit que ça allait être l'école du crime, que ça allait pousser les gens à reproduire les crimes qu'ils voyaient en photo. Bon. Quand la radio est apparue, on a dit que les gens allaient devenir feignants, qu'ils allaient passer leur temps à écouter et ne plus travailler. Quand la télé est apparue, on a encore dit que les gens allaient reproduire les choses horribles qu'ils voyaient à la télé. La dénonciation du jeu vidéo s'inscrit strictement dans la même dénonciation que tous les médias qui sont apparus auparavant. Toutes ces révolutions dues aux technologies de l'information et de la communication sont forcément à la fois fascinantes et inquiétantes. On est devant une révolution qui est presque comparable à celle de l'imprimerie, probablement, et on sait combien ça peut soulever à la fois d'espoir, d'enthousiasme et d'inquiétude. Et on voit, dès qu'il s'agit de jeux vidéo, comment les débats deviennent facilement enflammés. Il y a les pour, il y a les contre, et il y a peu de gens qui sont ni pour ni contre et qui se situent au milieu. À la fin des années 70, la technique du jeu vidéo est encore rudimentaire. L'interactivité est balbutiante, les capacités graphiques sont minimales. Mais beaucoup d'amateurs, souvent des adolescents, s'amusent à fabriquer leurs propres images sur les ordinateurs familiaux qui commencent à se répandre. C'est le cas de Jordan Mechner, un jeune geek new-yorkais qui va créer en 1984, tout seul et de manière complètement artisanale, un des premiers jeux de combat pour ordinateur, Karateka. Une des choses qui m'attirait le plus dans le jeu vidéo, c'est que même enfant, je pouvais le fabriquer moi-même. J'avais une caméra Super 8, mais je ne pouvais pas faire comme dans les films, comme La Guerre des Étoiles, que j'avais vu quand j'étais petit. Mais avec un ordinateur, les jeux étaient assez simples pour que je puisse concevoir moi-même un jeu vraiment sympa à jouer. En 1982, les jeux vidéo étaient comme les films muets à la fin du 19e siècle, comme les premiers films de Georges Méliès. C'était un nouveau médium, on commençait à explorer son potentiel et à inventer le langage capable d'entraîner le joueur dans l'histoire. Ce qui nous motivait et ce qui nous amusait dans cette préhistoire du jeu vidéo, c'était de travailler avec si peu de moyens. On avait juste 48 K de mémoire vive sur un Apple II. Un personnage ne pouvait faire que quelques pixels de hauteur. Et si on voulait mettre un son sur une action de jeu, on devait geler l'image pour faire intervenir le son. Mais ces contraintes techniques, parfois très lourdes à gérer, nous ont aussi forcés à devenir créatifs et à trouver des solutions pour que ça fonctionne. C'est pour ça que la moustache de Mario répond à une contrainte technique. Il n'avait juste pas la place de dessiner une bouche avec le nombre de pixels dont il disposait. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une salopette, parce que avec un fond noir derrière, le fait d'avoir des bras d'une couleur et le corps d'une autre, ça permettait de rendre beaucoup plus lisibles les mouvements du personnage. Quand j'ai commencé Karateka, j'avais une idée de ce que je voulais, mais quand j'ai commencé à animer tous mes dessins, ça avait un aspect très rigide. Ça ne correspondait pas à ce que j'avais imaginé, parce que je n'étais pas un professionnel. Donc finalement, j'ai filmé le prof de karaté de ma mère, faisant tous les gestes et les coups, c'était en Super 8 à l'époque, et j'ai projeté le film, et j'ai décalqué chaque image une à une avec du papier transparent. Et quand je les jouais dans l'ordre, ça donnait l'illusion du mouvement.
Et j'ai découvert plus tard que c'était une technique appelée rotoscopie. J'étais revenu au début des années 20, au premier temps du cinéma. Après Karateka, Jordan Mechner poursuit son aventure artisanale en solitaire. Il met 4 ans à réaliser son second jeu, Prince of Persia. Appelé à une longue et brillante carrière dans le monde entier, ce jeu d'aventure s'inspire des légendes orientales des Mille et une nuits, mais aussi du cinéma. À la fin de mes études, il y a eu la sortie des Aventuriers de l'Arche perdue, le premier Indiana Jones. Et dès le début du film, quand il court, des pointes sortent des murs, il saute par-dessus un fossé mais il rate, il doit s'accrocher du bout des doigts. Je rêvais d'un jeu qui créerait ce genre d'action et de sensations. Je voulais inventer un personnage dont on sentirait la chair et le sang. Dans les années 80 et 90, le jeu vidéo puise dans l'imaginaire du cinéma et du dessin animé, notamment dans la science-fiction, le film d'horreur ou de kung-fu. Au fil des années, de plus en plus de jeux intègrent des scènes cinématiques, qui sont des séquences filmées, très travaillées, où l'on ne joue pas, mais qui permettent de faire progresser la narration. En 1996, Tomb Raider, également très inspiré de la série des Indiana Jones de Spielberg, fait entrer son héroïne Lara Croft au panthéon jusque-là très masculin des héros de jeux vidéo. 10 ans après Mario, le jeu vidéo s'est trouvé une nouvelle star, aussi sexy que ne l'était pas le petit plombier italien. Elle fait la une des journaux et pose presque nue dans les publicités. À cette époque, il y a des jeux vidéo de toutes sortes, pouvant satisfaire tous les publics. Jeux d'adresse et de stratégie, science-fiction et fantasy, football et courses de voitures, tirs et combats en tout genre. Il y a quelques années, je me suis fait cette remarque que je pouvais parler de films avec mes parents ou mes grands-parents, je pouvais parler de séries télé, je pouvais parler de livres, je pouvais parler de plein de choses, mais pas de jeux vidéo parce que ils n'étaient pas intéressés. C'est un média qui ne leur parlait pas. Et quand je leur posais la question de savoir pourquoi est-ce que ça ne vous intéresse pas les jeux vidéo, la réponse était toujours la même. Les jeux vidéo, j'y comprends rien, c'est trop compliqué. Puis de toute façon, c'est que de la violence et c'est tirer, sauter, courir. C'est pas uniquement une question d'âge, pas une question de génération. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens de mon âge ou plus jeunes qui avaient cette réflexion-là. Et donc j'ai commencé à me poser la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour créer des expériences qui soient interactives, qui soient intéressantes pour un public plus large. Et voilà, ce que je fais, mon métier, c'est d'essayer de découvrir tout ce qu'on peut faire d'autre avec l'interactivité que ce que font aujourd'hui la plupart des jeux vidéo. David Cage est un créateur français de jeux vidéo. En 1997, il a créé son propre studio de conception et de développement, Quantic Dream, une des sociétés françaises, avec Ubisoft ou Ankama, qui a réussi à s'installer durablement dans le secteur du jeu vidéo. En 2010, il a créé Heavy Rain, un jeu en forme de polar noir édité avec succès par Sony. 2 millions d'exemplaires vendus à ce jour et meilleur jeu de l'année 2010 pour la chaîne américaine CNN. Ce jeu, Heavy Rain, mettait en scène des dilemmes moraux qui étaient assez compliqués, puisque le jeu posait la question jusqu'où êtes-vous prêt à aller par amour. Et il y a plusieurs joueurs qui m'ont raconté qu'ils ont éteint leur console pendant 2 semaines pour réfléchir à un cas de conscience que leur posait le jeu et où ils n'étaient pas sûrs de ce qu'il était juste de faire et de ce qu'ils feraient si ça leur arrivait à eux. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça montre à quel point le jeu vidéo, à travers sa dimension interactive, peut venir interpeller le joueur en tant que personne et déborder du cadre du jeu pour vraiment le faire réfléchir à des choses personnelles, intime sur sa vision du monde, sa vision de la vie, sa vision de lui-même. Et moi, c'est vraiment cette dimension-là qui me passionne plus que tout. En 2013, David Cage réalise Beyond Two Souls, sorti par Sony à l'occasion du Tokyo Game Show, la grande foire asiatique annuelle du jeu vidéo. Un nouveau jeu très élaboré, joué par de vrais acteurs, Ellen Page et Willem Dafoe notamment. C'est un vrai casting de film. Et ce qui devient intéressant, c'est que la technologie a évolué à un point où aujourd'hui, ça fait sens d'avoir des acteurs de ce calibre-là et qui ont ce talent-là parce que la technologie est capable de retranscrire leurs performances et leurs émotions, ce qui n'était pas possible avant. Donc Beyond utilise une technologie qui s'appelle Performance Capture, qui a été utilisée par James Cameron sur Avatar,
Et voilà, c'est une technologie assez récente finalement qui consiste à capturer le mouvement sur un acteur réel pour le retranscrire ensuite sur un personnage en 3 dimensions. Dans ses locaux parisiens, Quantic Dream possède également un studio de performance capture, équipé de 64 caméras très sophistiquées et réputées dans le monde entier. On va faire ce qu'on appelle un motion kit, c'est un déplacement du personnage, tous les déplacements. Il y a au moins 300 animations à faire pour que l'anarchie s'arrête, il se retourne, tout ça. Normalement, on prendra un vrai acteur pour faire mon travail actuel, mais là, on fait des tests. Jodie, I'm so glad to see you. I'm so afraid something happened to you. Le jeu vidéo est un média qui est en constante mutation technologique et c'est vraiment inscrit dans son ADN. La technologie évolue très vite. Voilà, il y a la loi de Moore qui dit que la puissance des processeurs double tous les 18 mois. Et c'est vraiment ça qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire qu'on travaille sur une plateforme qui elle-même est mouvante. On n'a pas de prise dessus et puis on s'adaptera et c'est pas grave. L'évolution technologique est si rapide que le jeu vidéo fonctionne presque comme un laboratoire d'expérimentation. Depuis 20 ans, 3 innovations au moins ont marqué la jeune histoire du jeu vidéo et contribué à son expansion fulgurante. L'image de synthèse permet de se déplacer dans un univers en volume et non plus en aplat. De même, l'arrivée en 2006 de la Wii, qui détecte et interprète les mouvements du joueur, permet à Nintendo de battre tous les records de vente à ce jour avec le jeu Wii Sports, vendu à plus de 82 millions d'exemplaires. Enfin, l'extension massive d'Internet à travers le monde permet de télécharger les jeux et se connecter en réseau avec des milliers d'autres gamers. C'est le phénomène étonnant des MMORPG, des jeux de rôle en ligne, massivement multijoueurs, accessibles sur abonnement. Le jeu le plus populaire de cette catégorie est World of Warcraft, qui comptait en 2010 plus de 12 millions d'abonnés d'un bout à l'autre de la planète. Ces jeux-là, vous avez un univers recréé, alors qui peut être un univers médiéval fantastique le plus souvent. Et dans cet univers, vous apparaissez avec votre avatar et vous voyez les autres joueurs. Avec les autres joueurs, vous formez des équipes pour aller accomplir des quêtes. Vous avez votre équipe qui contient un mage, un guerrier, un voleur... Et chacun ont des compétences différentes qui sont complémentaires et qui permettent de réussir les objectifs. Donc le jeu vidéo online, c'est l'école de l'entraide. I'm Mr. T, and this is my Night Elf Mohawk. I'm Mr. T, and I'm a Night Elf Mohawk. C'est un jeu dont l'univers ne s'éteint pas quand vous éteignez votre machine. C'est-à-dire que la machine qui fait tourner le jeu, elle est sur Internet. L'univers du jeu est branché en permanence. Quand vous n'y êtes pas, d'autres y sont. I'm Ozzy Osbourne, and I'm the Prince of Darkness. There can be only one Prince of Darkness. C'est un engagement dans le jeu que certains sociologues ont comparé à un engagement professionnel. C'est-à-dire que même quand on joue normalement sans être addict, on a affaire à des jeux qui sont très prenants, qui vont nécessiter un engagement au long cours, régulier, généralement quotidien, avec des rendez-vous qu'il ne faut pas rater, parce que sinon on risque de trahir les amis, les alliés, etc. Le concept des jeux online, c'est pas d'y être en permanence, c'est d'y être en même temps que votre équipe. Et donc, le malentendu à ce sujet-là, c'est qu'on voit des gens qui veulent absolument être à heure fixe à tel endroit sur leur ordinateur, et on se dit, mon Dieu, mais il veut son univers virtuel. Alors qu'en fait, il veut la même chose que le type de l'équipe de basket. Il veut pas rater le match. À compter de ce jour, Vol'jin, je te suivrai si tu deviens notre chef. Je n'en suis pas digne, mais je ferai de mon mieux pour la Horde. Les premiers signes de ce qui ressemble à une addiction, c'est que ce loisir qui est captivant, qui est passionnant, qui est tout à fait intéressant, va commencer par devenir un loisir exclusif. C'est-à-dire que ça va commencer à se développer au détriment des autres formes de loisirs. Et les premières personnes qui vont s'inquiéter, c'est souvent les camarades, les amis, qui s'aperçoivent qu'on ne sort plus pour aller au cinéma comme on le faisait, etc. So my boyfriend gives me World of Warcraft. One day he comes in and says, I think you like that game more than you like me. So I dumped him. L'addiction aux jeux vidéo ne concerne qu'un tout petit pourcentage de joueurs qui jouent à un type de jeu extrêmement précis.
Et il n'y a pas eu de raz-de-marée, d'augmentation du phénomène. Ça reste donc quelque chose qui concerne quelques centaines de personnes, alors que dans le même temps, le jeu vidéo est devenu le loisir principal de la majorité des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, puisque je pense que la moyenne d'âge des joueurs de jeux vidéo a dépassé 30 ans maintenant. Donc on est devant un phénomène quantitativement marginal, mais qui existe, qui cliniquement est quelque chose qui est repéré. Les personnes les plus concernées vont être des jeunes. Souvent, au moment d'entrer dans la vie adulte, au moment de choisir une profession, au moment de choisir une filière universitaire, c'est l'année du bac, c'est les premières années de fac, au moment où il s'agit de renoncer à l'enfance et d'entrer dans l'âge adulte. Mitsugu Kikai est ce qu'on appelle au Japon un otaku. Un de ces jeunes qui vivent la plupart du temps enfermés chez eux et nourrissent une passion exclusive pour un héros de manga ou de jeux vidéo. Ce jeune tokyoïte consacre l'essentiel de sa vie à Mario. Il figure d'ailleurs dans le Guinness des records comme son plus grand fan au monde. Dans son tout petit appartement de banlieue, il entasse les jeux, les effigies et tous les produits dérivés. Mitsugu Kikai fait aussi partager sa passion pour Mario, expliquant à longueur d'articles dans la presse spécialisée comment jouer et gagner aux multiples jeux dont son idole est le héros. Oui, je joue tous les jours au jeu Mario. Je suis né la même année que la sortie de Super Mario Bros. Je suis tout le temps avec Mario. C'est tellement naturel qu'il soit toujours à côté de moi. Comme mes parents. On pourrait même dire que Mario est toute ma vie. Je pense que ça n'arrivera pas, mais si un jour Mario disparaissait, je ne jouerais plus aux jeux vidéo. Longtemps considéré avec mépris, sinon avec méfiance par les non-joueurs, le jeu vidéo est aujourd'hui omniprésent. Des consoles aux smartphones, des chambres d'enfants aux maisons de retraite, des salles de séjour aux salles de classe. Au début des années 2000, le géant Microsoft a bouleversé le secteur des consoles avec sa Xbox, venant concurrencer frontalement Nintendo et Sony. Objet de grandes foires commerciales à Tokyo, à Los Angeles, à Paris et dans le monde entier, le jeu vidéo a donné naissance à tout un folklore. Les cosplays, des défilés en costume à l'effigie de ses héros. Il y a aussi des compétitions monstres, les LAN parties, où des milliers de joueurs se retrouvent pour d'épuisants marathons vidéoludiques de plusieurs jours et plusieurs nuits. La société souvent considère que le jeu vidéo est un média pour adolescents et basé sur la violence et qui abrutit un peu les jeunes. C'est vrai, en partie, ça existe, on ne peut pas le nier. C'est vrai que le jeu vidéo donne parfois le bâton pour se faire battre, mais en même temps, le jeu vidéo est beaucoup plus que ça. Il a une vraie diversité, il a une vraie richesse culturelle, c'est un média en devenir, c'est en permanente mutation. Et c'est de la culture, et c'est la culture de demain qui est en train de s'inventer aujourd'hui. C'est vraiment une forme d'expression qui est en train de naître sous nos yeux. C'est quelque chose qui est assez fascinant parce que ça arrive pas tous les ans, ça arrive une fois par siècle. Et je crois que le jeu vidéo est ce média en ce moment qui est en train de se créer. En seulement 20 ans, les jeux vidéo sont passés d'une activité marginale pour geeks sur Apple II, c'était juste de la sous-culture au début des années 80, et c'est devenu quelque chose que le monde entier connaît et apprécie. Je suis allé en Russie pour l'avant-première du film Prince of Persia. C'était excitant d'y aller, car quand j'avais fait le jeu Prince of Persia dans les années 80, c'était la guerre froide. Je n'aurais pas pu aller là-bas à cette époque, c'était l'Union soviétique. Et j'étais impressionné et ému d'aller à Moscou pour la première fois et de parler à des journalistes qui m'ont dit qu'ils avaient grandi en jouant à mon jeu. Je l'ignorais parce que le jeu n'était pas vendu là-bas. Il n'y avait pas de marché. Mais ils y jouaient déjà tous. Le fait d'écouter ces journalistes qui avaient tous environ 30 ans et qui me disaient avoir joué à ce jeu dans leur enfance m'a fait réaliser à quel point les jeux vidéo étaient devenus un phénomène global.
40 ans ont passé depuis les premiers Mario dessinés avec une poignée de pixels. Aujourd'hui, les jeux rivalisent d'hyperréalisme et d'effets spéciaux. Du coup, certains gamers ont déjà la nostalgie des premiers jeux et impulsent un mouvement de retour vers l'époque héroïque. Surnommée rétro gaming, cette tendance vintage prend des allures patrimoniales. Ainsi, l'association française MO5 recherche et répertorie toutes les machines et les jeux possibles. Elle amasse ses trésors dans un entrepôt de la banlieue parisienne semblable à la caverne d'Ali Baba, avec l'ambition de devenir la cinémathèque française du jeu vidéo. Lorsqu'on va au cinéma voir un Chaplin, on va pas voir un film rétro, on va voir un film classique, un classique du cinéma. Et en fait, c'est la même chose avec le jeu vidéo. On va jouer à un classique du jeu vidéo, on va jouer au premier Sonic, au premier Mario et tant d'autres. Et c'est en soi donc un mouvement, puisque finalement, à partir à peu près des années 2000, eh bien, on voit apparaître des nouveaux joueurs qui sont pas tant des gens qui ont connu les consoles de jeux anciennes, 8 ou 16 bits des années 80 ou 90, mais qui sont des jeunes qui s'intéressent à ce qui s'est fait avant. Exactement comme les disques vinyles et les machines à écrire, les objets du passé ont un certain charme pour nous, alors que ceux d'aujourd'hui sont produits en masse et à grand renfort de publicité. Parce qu'ils ont cet aspect fait main. Les premiers jeux vidéo peuvent même séduire des enfants qui n'étaient pas nés à l'époque, parce qu'ils voient que ça a été fait main, avec amour. Et c'est aussi une fenêtre sur une époque qu'ils n'ont pas vécue. Les premières cartouches de jeu, les premières cassettes, qui étaient les cassettes audio, qui comportaient les premiers logiciels de jeu sur micro-ordinateur, ont quasiment toutes disparu de la surface de la planète. Si on ne les préserve pas, il n'y aura bientôt plus rien. Et là, on doit, pour en préserver l'origine, les sources, pour justement un jour pouvoir les remontrer, les revaloriser auprès du public, pour expliquer d'où vient justement le jeu vidéo, d'où viennent nos loisirs numériques. La présence et l'influence des jeux vidéo sont telles aujourd'hui qu'ils débordent du seul divertissement. Leurs techniques sont utilisées dans des domaines qui n'ont rien à voir, pour vendre, promouvoir, mais aussi apprendre, s'entraîner, soigner. Ce sont les serious games, un nouveau marché au développement inégal mais en constante progression. Souvent critiqués par les authentiques gamers, pour qui un jeu doit rester avant tout un jeu, ces jeux sérieux ont en tout cas une incontestable utilité, quand ils font appel à l'intelligence collective. Par exemple, on a Fold It, qui est un jeu américain, qui vous invite à tout simplement plier des protéines. Et ce pliage de protéines, en fait, se présente comme un jeu tout simple de casse-tête. Les premiers niveaux sont simples, et puis ça devient de plus en plus compliqué. Et à la fin, ça devient tellement compliqué que si vous arrivez à trouver une solution, vous ouvrez des perspectives aux chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc, dans le cadre de Fold It, ce qui est intéressant, c'est qu'un enfant de 10 ans a résolu une des problématiques, un des niveaux, et ça a donné lieu à un article scientifique dans la lutte contre le sida. Certains serious games n'ont pas cette vertu. Comme ces jeux qui visent à promouvoir sans scrupule des marques, des sectes religieuses, des partis politiques ou carrément à recruter, tel America's Army, un jeu très controversé installé par l'armée dans les centres commerciaux des États-Unis. America's Army, c'est un jeu qui est sorti en 2002. Il s'agit d'un objet de recrutement. America's Army sert effectivement à ça. Et donc, ce qui a suscité une vive émotion aux États-Unis, c'est que America's Army a été mis sous forme de bornes d'arcade, et on s'est retrouvé avec des jeunes qui, en fait, ont joué à cette application-là et qui, du coup, se retrouvaient comme étant la proie de recruteurs qui leur demandaient, en tapotant chaleureusement sur leurs épaules, s'ils ne voulaient pas rejoindre les rangs de l'armée américaine. Et donc, les parents de ces enfants ont réagi vivement en manifestant contre cette façon de recruter des jeunes via l'utilisation de jeux vidéo. Il peut y avoir d'autres types d'approches. C'est l'introduction de concepts de gameplay dans des objets utilitaires. C'est la gamification. Vous utilisez un jeu de karaoké, les profs d'anglais s'en servent par exemple pour améliorer la prononciation de la langue anglaise. Par exemple, vous avez des tableaux de bord de véhicules aujourd'hui qui vont introduire des petites fleurs. Si votre conduite est respectueuse de l'environnement, vous voyez les petites pétales apparaître les unes après les autres. Si vous écrasez le champignon, si vous conduisez trop vite, la fleur est fan.
Cette pénétration du jeu vidéo dans d'autres sphères que la sienne est la preuve de sa reconnaissance sociale. Le jeu vidéo a aujourd'hui gagné sa respectabilité, voire ses lettres de noblesse. Impossible d'ignorer l'étendue du phénomène. Critiques, historiens et sociologues se penchent dessus. Des études montrent que le jeu vidéo développe l'esprit de combativité, la rapidité des réflexes et des prises de décision. De leur côté, les plus grands musées organisent à tour de bras des rétrospectives. Du Grand Palais à Paris, au MoMA à New York, en passant par la Cité des Sciences et le très sérieux Smithsonian Museum de Washington, tous exposent avec une certaine admiration cette nouvelle culture qui a poussé comme un champignon et que beaucoup appellent déjà le 10e art. Le jeu vidéo, vraiment, s'est nourri un petit peu de 60 ans de culture populaire portée sur l'image. Et c'est un peu le fils de la pop culture des années 60. Le jeu vidéo n'est pas une excroissance de l'histoire. Il s'inscrit dans l'histoire. Il est la suite logique de certains mouvements culturels et peut-être que lui-même influencera d'autres mouvements culturels dont on n'a pas encore idée. Dans les années 80, le jeu vidéo piochait partout, dans toute la culture populaire, dans les comics, dans les mangas, dans les dessins animés, dans les films, pour ensuite adapter toutes ces licences en jeu vidéo. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'à partir du milieu des années 90, c'était le contraire. Donc il y avait un basculement, un renversement de la situation, qui fait qu'aujourd'hui, le jeu vidéo devient une véritable source d'inspiration pour tous les autres arts. Depuis 30 ans, les passerelles entre le cinéma et le jeu vidéo se multiplient. Des films comme Avatar ou le remake de King Kong ont étroitement associé à leur fabrication des équipes d'effets spéciaux venues du jeu vidéo. À tel point que l'élève a fini par dépasser le maître. En 2012, le chiffre d'affaires mondial du jeu vidéo était de 60 milliards d'euros, quand celui du cinéma atteignait à peine 35 milliards. Le marché des jeux sur téléphone et en ligne fait désormais pratiquement part égale avec celui des consoles. Comme au cinéma, le jeu vidéo a ses blockbusters. Coûts de fabrication pharaoniques, lancement et promotion mondiale, frénésie médiatique. Rien que pendant l'année 2013, la sortie de GTA V, puis de Call of Duty Ghost, donne lieu à des surenchères de records. Ainsi, GTA V dégage 1 milliard de dollars de bénéfices en 3 jours de vente, du jamais vu. Hollywood a inventé une espèce de société mondialisée, standardisée, internationalisée d'une certaine manière. Le jeu vidéo a un peu de ça aujourd'hui. On est en train de se retrouver dans cette culture un peu uniformisée, j'ai envie de dire, où parfois on perd un peu de la substance locale. C'est à nous d'essayer de faire en sorte qu'on garde un peu des spécificités, qu'on soit capable de raconter des histoires différentes, dans des lieux différents, avec des personnages différents, et de ne pas sombrer dans l'uniformité. Cette diversité dans le jeu vidéo doit être d'autant plus préservée que son avenir semble radieux. Le futur du jeu vidéo, c'est avant tout son incroyable potentiel technologique et narratif. De nouvelles inventions arrivent sans cesse. Écran tactile, Kinect, développement du transmédia et tous les procédés de réalité augmentée. Quant à l'interactivité, elle offre encore d'immenses possibilités. Pour le rappeur américain will.i.am, leader des Black Eyed Peas, passionné de technologie, devenu un des directeurs de l'innovation chez Intel, le jeu vidéo est sans doute aujourd'hui l'art qui excite le plus l'imagination. In 1993, there was no internet. There wasn't a tablet. That camera would have been huge. The world was different in 1993. A watch was a watch in 1993. Now, in 2013, a watch is watching you. Right? So, in 2033, oh man, we're experiencing it like this. Because I saw some technology, I've put on some glasses, I look down and there's a cliff. I look up, there's a guy standing right next to me. It's amazing. And you have the same sense of heights. I had the same fear in this video game. Like, whoa, it's amazing. I picked up a chair in the video game. It was heavy. It was a physical chair, but in the glasses was a virtual chair. So they married virtual physical. Video games are different, and the world's crazy. It's gonna be real crazy pretty soon. Oh my fucking god! Le jeu vidéo en est un véritable tournant en fait de son histoire, puisque là on en est vraiment à la révolution
de ce qu'on appelle la réalité augmentée, la connexion avec le cloud. Les gens sont interconnectés les uns avec les autres. Donc tout ça, c'est des possibilités infinies pour le jeu vidéo. Je pense que toutes ces possibilités seront exploitées à merveille dans les années à venir. Et on est vraiment une phase de transition. C'est-à-dire que là, on joue encore à nos jeux vidéo sur nos écrans, avec nos consoles, mais tous ces accessoires sont amenés à disparaître petit à petit et les jeux vidéo feront partie de notre environnement autour de nous dans les 10, 15 ans à venir, 20 ans à venir. You are the controller. Maintenant, on parle du multi-écran, c'est-à-dire qu'on a l'écran qu'on a dans son salon sur lequel on connecte sa console, mais on a aussi son téléphone portable, on a sa tablette, on a son ordinateur, on a voilà, tous ces écrans-là se cumulent et c'est vrai que le jeu vidéo réfléchit à comment il peut occuper tous ces écrans de manière à suivre le joueur de son salon au métro, au travail, dans ses loisirs, etc. et que l'expérience de jeu puisse l'accompagner où qu'il soit sur tous ces écrans. Si vous regardez dans la rue, la plupart des gens marchent seuls. Ils ont la tête dans leurs écrans, assis, debout ou en prenant leur café. Ces supports deviennent tellement polyvalents qu'on peut décider à tout moment de la manière dont on veut les utiliser. Et surtout si on veut les utiliser ou pas. Parce que mettre le jeu dans un tiroir, le refermer et ouvrir un vrai bouquin, c'est une autre possibilité.